On est des membres du projet Someone. Je vais commencer par vous présenter un petit peu ce qu'est le projet, d'une façon générale. Puis ensuite, ce qu'il faut comprendre avec le projet Someone, en fait, c'est surtout que c'est un projet qui porte le nom projet, ce qui peut porter à la confusion, mais il y a 11 sous-projets qui sont chapeautés. Et puis ces 11 projets-là sont en fait les fondations du plus gros projet pour lequel on fait partie. Alors, juste rapidement, avant qu'on se lance dans tout ça, on peut peut-être présenter l'agenda de ce qu'on va faire avec la conférence aujourd'hui. Introduire les sujets, des différents sujets qu'on va discuter ensemble. Ensuite, on va commencer par fournir une vue ensemble des projets qu'on va ensuite emmener pour une discussion de groupe. Pour ça, on aimerait beaucoup votre participation, vous emmenez vos propres points de vue, créer un dialogue ensemble, puis en venir avec différents points. Après ça, Nicole va nous présenter comment aborder différents sujets qui peuvent être très polarisants, différentes stratégies qui peuvent être utilisées par l'enseignant dans sa salle de classe, comment intégrer le cyberespace pour permettre justement ce dialogue-là à même les étudiants, mais aussi entre les étudiants et les différents membres professionnels qui travaillent avec eux. Et finalement, on va finir par conclure tout ça. Alors, le projet Someone tient pour Social Media Education Everyday, ce qui se traduit en l'éducation des médias sociaux au quotidien. C'est un projet qui a été fondé en 2015 par Vivek Venkatesh avec ses collaborateurs et collaboratrices. Et puis, ce projet-là a grossi tranquillement pour emmener la mise en ligne du portail web en 2016, qui se veut un outil de référence, un guide pratique pour les utilisateurs et utilisatrices qui aimeraient avoir accès à différentes informations en ce qui a trait à adresser les discours qui peuvent être polarisants, justement, les adresser à travers une pensée critique et une conscience des différents enjeux médiatiques. Et puis, c'est ça, adresser ce discours haineux-là et ces sujets polarisants-là pour ultimement combattre la radicalisation qui mène à l'extrémisme violent. Alors, le projet, comme il est écrit ici, a été fondé sur des conceptions radicales et antagonistes de la démocratie. Puis c'est justement, il sert à emmener ces stratégies-là auprès de différents groupes. Souvent, on parle d'élèves professeurs, mais on peut parler de toutes sortes de groupes pour que ceux-là puissent partager leur point de vue, leur frustration et rentrer dans un dialogue qui est constructif pour justement combattre ces discours-là qui peuvent être très difficiles à aborder. Alors, de toute cette idée-là est née justement cette vision-là, qui est une vision en réaction à un monde technologique en changement constant, une vision en 3 temps qui se veut d'accroître la sensibilisation et la résilience, de créer des espaces de dialogue et de lutter contre la haine en ligne. Alors, pour ce faire, justement, Someone a travaillé avec des chercheurs et chercheuses qui ont développé les 11 projets que je vais présenter plus tard. Et comment ces 11 projets-là, malgré des formats très différents, adressent différents enjeux, mais tous avec cette même vision en tête-là et ce même but d'adresser ce qui est le discours haineux et comment celui-ci mène justement à la radicalisation et comment, à travers le dialogue et la pensée critique, on peut en venir à combattre ces phénomènes-là qui peuvent être assez nocifs pour une communauté qui est de plus en plus numérisée, de plus en plus confrontée à différentes propagandes en ligne. Alors, pour le mieux répandre cette vision-là et pour favoriser un transfert des connaissances, Someone a travaillé en partenariat avec beaucoup d'organismes à travers les dernières années, que ce soit des établissements scolaires, des commissions scolaires, des ONG, des groupes gouvernementaux, des groupes de droits de la personne, des universités. Puis cette mentalité de transfert du savoir-là, qui est de développer des connaissances et d'autant que possible pouvoir les répandre à différents groupes pour que ceux-ci puissent les utiliser dans différents contextes. Alors, pour justement favoriser cette mobilisation-là et ce transfert-là, 4 mécanismes ont été mis en place, 4 mécanismes principaux. Le premier étant l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation de différentes stratégies médiatiques et documents. C'est bien ça? Oui, c'est ça, qui permettent justement de favoriser le développement de la pensée critique et puis comment combattre les discours qui peuvent mener vers l'extrémisme. Assez connexe à ça, c'est le développement de différents curriculums curriculaires qui facilitent justement ce développement-là de la pensée critique et puis comment on peut les implémenter dans les différents systèmes éducatifs. Là,
ça s'est fait au Canada, évidemment, au Québec, au Canada, mais des pourparlers avec différents systèmes éducatifs à travers la planète, notamment en Europe et au Moyen-Orient. Comment on peut tous ensemble partager ce savoir-là et développer des ponts pour qu'il y ait un discours international qui se fasse à ce niveau-là. Le troisième outil est un outil qui sort des sphères académiques, qui se veut plus un outil de mobilisation du public, qui permet justement au public et aux différents groupes de se mobiliser et de faire valoir leur point de vue et leurs opinions, leurs frustrations et tout ça sur une scène justement publique. Et ça, ces développements de mécanismes et d'outils-là se font en partenariat avec différents groupes nationaux comme internationaux qui ont à voir avec des sphères culturelles, artistiques et médiatiques. Et finalement, le dernier mécanisme de mobilisation, c'est la création d'un logiciel de base de données qui permet de faire l'analyse linguistique des différents discours haineux qui sont tenus en ligne, comment ceux-ci se construisent, quelle est leur structure, afin d'avoir une information et une connaissance de comment ces discours-là se créent et de pouvoir justement épauler différentes agences de politique publique qui négocient avec ce phénomène-là. Alors, comme j'ai dit, on a différents projets. 11 projets qui ont été construits par différents chercheurs, chercheuses, praticiennes, comme Nicole, justement. Et ces 11 projets-là prennent des formats très différents, mais ont tous pour but de fournir des documents et des ressources qui sont complémentaires à la vision de Someone. Alors, c'est sûr que certains ont un format qui ressemble beaucoup à un plan de cours détaillé, d'autres ressemblent plus à de la recherche académique, des documentaires, des projets plus artistiques, plus visuels. Et de cette façon-là, bien qu'ils soient très différents, ils sont très complémentaires entre eux et adressent des enjeux qui sont différents, mais qui peuvent bien être abordés de façon convexe ensemble. Et puis, pour ça, il faut mettre, je vais dire, de mettre l'emphase sur justement ce fait-là que ces projets-là sont disponibles. On est présentement en train de réajuster le site Web justement pour mettre l'emphase sur ces projets-là qui sont disponibles au public et qui peuvent être utilisés à travers toutes les ressources que ces projets offrent, les documents, le savoir, les stratégies et tout ça. Alors, n'importe quel enseignant ou une enseignante qui désire faire un plan de cours qui, justement, adresserait tous les problèmes de difficultés de dialogue, qui aimerait aborder des sujets plus ou moins tabous avec ses étudiants, développer des conversations démocratiques dans la salle de classe à travers des outils multimédia ou même d'une personne à personne. Tous ces outils-là sont développés à travers ces 11 projets-là et vous sont suggérés pour justement créer ces plans de cours-là et ces curriculums qui permettent aux élèves de faire valoir leur voix, mais aussi de réfléchir à tous ces enjeux-là à travers le développement d'une pensée critique et de connaissances médiatiques. Alors, Nicole va nous présenter aujourd'hui un de ces projets. Et puis, moi, je vais terminer ici en mettant l'emphase sur justement le fait que vous pouvez toujours vous rendre sur notre site web du projet Someone, regarder ces 11 projets-là, les naviguer, vous prenez ce qui vous intéresse pour développer des plans de cours, que ce soit changer un projet ou en adapter plusieurs, un avec l'autre pour créer quelque chose de nouveau. Tous ces outils-là sont disponibles en ligne et nous, les membres du projet, on est toujours prêts à recevoir des appels, des conférences et tout ça pour mener des projets avec vous, que ce soit construire quelque chose, l'implémenter sur un plus long terme ou que ce soit d'en faire l'évaluation. On a travaillé avec des organismes par le passé sur différents projets, et puis ça a toujours donné des résultats très positifs, et puis on cherche à continuer avec cet élan-là. Alors, c'est ça pour le projet Someone. Maintenant, on peut passer à l'atelier. Bien, en fait, là, on va passer à la prochaine étape, c'est discuter un peu sur les conversations et à quel point que on est à l'aise de... je vais passer à les questions. En fait. Les questions, on voulait commencer avec des questions que vous pouvez répondre ensemble à vos tables, juste pour faire une petite réflexion sur à quel point que vous abordez ou vous serez à l'aise d'aborder des sujets controversés dans vos classes, ou même, ce n'est pas nécessairement dans nos cours, mais aussi ça peut être avec des amis puis, ou dans un souper familial.
Avez-vous connaissance des défis, des bénéfices et des possibilités? Donc, pourquoi est-ce que les recommandations sont là par rapport à l'importance d'intégrer des discussions controversées? On a entendu parler un peu de certaines problématiques. Par exemple, l'idée que si on aborde des sujets controversés, vous avez mentionné que l'anxiété des enseignants, souvent, c'est relié à une préoccupation avec la réaction de l'administration ou de parents qui entendent des rapports par rapport à les conversations. Et on le sait que des fois, nos étudiants ne traduisent pas exactement ce qui se passe en classe à leurs parents. Donc, ça peut nous revenir d'une façon un peu difficile. On voulait parler un peu des bénéfices, des possibilités. Et aussi, quel est le lien pour vous? Est-ce que le lien est évident entre l'éducation antiraciste et ces discussions? Et après, après cette discussion, j'imagine que vous n'avez pas besoin de moi de faire une grande présentation sur ces sujets-là, vous les connaissez très bien. Après, on va parler un peu de les possibilités que peuvent mener les médias sociaux pour aborder les cyberespaces, pour au moins adresser quelques-uns ou quelques-unes de ces préoccupations qui, des fois, qu'on peut peut-être aborder à l'extérieur de la classe. Donc, on pensait vous donner un beau 10 minutes juste pour placoter un peu sur ces questions. Après, on va faire un sommaire de la discussion. Je pense que c'est important d'être capable d'exprimer ses limites, puis de dire quand est-ce que tu le sais pas. Moi, j'ai pas de problème à dire à mes élèves, je ne sais pas, on va aller voir. C'est correct. C'est ça, je dis, OK, ben je sais pas. Surtout des questions comme ça qu'il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas une réponse que tu peux attendre. Non, c'est plein de réponses, c'est plein d'interprétations. Moi, j'essaie d'aborder l'aspect mathématique, juste en mathématiques. Tu sais, quand je dis à mes secondaires, oui, OK, regarde, là, ça te fait peur, les terroristes, là, mais pour vrai, ta poutine que tu as mangée hier est une menace à ta vie qui est comme 100 fois supérieure à Kim qui va se faire sauter. Là. Ouais, ben, il y a les traumatismes, on ne sait jamais. Là. Tu sais pas quand ça va sortir. C'est comme du popcorn. Là, les élèves, nous, on parlait de propriétaires et locataires. On s'est mis à parler des maisons et tout. Puis là, je demande aux élèves si les parents sont propriétaires. Puis là, ils me disent non. Puis je disais, c'est normal, vous venez d'arriver, c'est l'immigration d'un an. Là, j'ai dit, faites-vous-en pas. Puis là, on commence, ils parlent dans leur pays. Ils parlent de leur maison. De leur maison. Puis là, il y en a un qui dit, oui, mais moi, le islamique a pris ma maison. Là, je suis comme, mais tu sais, c'est un lundi matin, moi, j'avais pas pensé en planifiant ma leçon. Ça arrive souvent. Moi, j'ai entendu plusieurs histoires comme ça de parler de la maison, des activités du genre, dessinez votre maison, la maison que vous aviez. Puis là, l'enfant, il dessine sa maison, puis il pleure parce qu'il dit, ma maison est démolie. Donc, j'ai entendu, en tout cas, je vous ai écouté et je pense que vous avez vraiment abordé pas mal ce que j'allais présenter. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on a une discussion tous ensemble avant qu'on développe des stratégies. Donc, est-ce que quelqu'un veut débuter? On peut aller table à table ou si quelqu'un veut parler un peu, on peut commencer où vous voulez. Oui? Parfait. La première question, osez-vous aborder les sujets controversés en classe? Je pense que ce qui ressort de la discussion, c'est que globalement, il faut le faire, mais dépendamment de nos affinités avec certains sujets, on n'est pas toujours à l'aise de le faire. Oui. On est toujours outillé pour le faire. Donc, je pense qu'on se lance dans le vif du moment, quand la question vient des élèves, quand il y a une situation qui gêne à ça, mais de façon préparée, dans le cadre d'un cours, de façon planifiée, on essaie, mais ça c'est pas aussi optimal. On dirait que ça se passe. Parce que c'est difficile de faire ça spontanément, évidemment. Donc, On n'a pas nécessairement nos arguments préparés, donc on y va sous le vif. C'est ça, en préparation, si on décide d'aborder certains sujets, c'est que des fois, on n'a pas accès aux outils, ou même de façon très personnelle, il y a des connaissances qui nous manquent. oui. Oui. Ah, pardon. Ah, passez le micro. Désolée. Parfait. Oui. Oui. Des sujets sur lesquels je suis à l'aise de parler, par exemple, quand on parle d'islamophobie ou d'islam au Québec, ça va. Mais là, je suis en train de monter un projet qui amène des groupes de jeunes complètement différents qui n'ont pas de point de contact à Montréal ensemble. Un exemple, jeunesse musulmane, jeunesse autochtone, ou jeunesse musulmane, jeunesse LGBTQ.
Elle a des grosses questions et des questions délicates. Là, tout l'avancement du projet qui est rendu à un stade avancé est bloqué à cause de cette question-là. Parce qu'avec l'équipe, on s'est rendu compte, on prend un risque énorme et on est complètement irresponsable si on n'a pas une formation super solide pour faire en sorte que les gens qui sortent de la pièce se sentent encore mieux que quand ils sont rentrés et pas l'inverse. Et ça, pour nous, c'est vraiment le point crucial qui a fait qu'on attend d'avoir la formation nécessaire ou trouver un moyen. Les recherches sur le sujet des discussions controversées, ils disent exactement ce que vous êtes en train de dire, c'est que aborder un sujet ou une discussion controversée, c'est pas nécessairement positif si c'est pas bien fait, parce que souvent c'est les jeunes qui sont déjà privilégiés, qui fassent déjà partie de la culture dominante, qui se sentent assez sécures pour prendre une position publiquement. Donc déjà, on a un pouvoir qui est un peu problématique et c'est souvent les points de vue minoritaires ou les cultures qui ne sont pas à l'aise de se positionner devant un groupe qui vont être moins représentés. Et donc, quand ça arrive, au fait, ça peut renforcer l'isolation et c'est une préoccupation qui est très importante parce que c'est pas... On ne devrait pas juste aborder pour aborder des sujets controversés. Il faut le faire, et comme tu dis, avec une certaine sécurité. C'est toujours inquiétant, mais avec une certaine sécurité qu'on a tout fait pour que la conclusion soit positive. Oui, absolument. D'autres commentaires? Oui. C'est que souvent, on n'a pas le choix. Parce que là, on a des classes... nos collègues dans les classes d'accueil, ils ont des situations qui sortent de façon spontanée puis qu'il faut qu'ils abordent. Donc, souvent, on n'a pas le choix. Puis, des fois, on essaie quand même dans d'autres situations, on essaie d'arriver nous-mêmes avec le thème en éthique et culture religieuse, entre autres, d'aborder le thème de façon délibérée puis préparée. Mais quand c'est quelque chose qui arrive, donc c'est souvent par rapport à un événement en classe ou par rapport à un événement d'actualité, puis c'est des choses qui pop, excusez-moi, puis on essaie de l'aborder le mieux possible, tout en respectant aussi nos limites, puis des fois dire « ça, je n'ai pas assez de connaissances, puis je ne peux pas m'avancer là-dessus ». Mais donc, on fait de notre mieux quand ça pop en classe, là. Par rapport au quand est-ce qu'on le fait, là? Nos deux profs du secondaire sont partis, mais ils ont dit des choses avant de s'en aller, qui abordaient parfois des sujets controversés, que la position est difficile. On disait quand on les anime en tant que prof, c'est-à-dire qu'on peut avoir des émotions, des valeurs, des positions. Et là, il s'agit de garder une forme de neutralité ou d'expression des différents points de vue. À ma table, j'ai beaucoup aimé qu'on dise, excuse-moi ton prénom? Marie-Odile, d'installer des règles dans notre classe, des règles de discussion. Puis on peut le faire avant les conflits, les rappeler, quand on discute ensemble d'un sujet, prendre le temps de s'écouter, respecter les points de vue des autres, même s'ils sont différents. En fait, c'est... Puis je me dirais que quel que soit notre niveau de préparation, il y a peut-être des choses qu'on peut aborder en disant « bien, j'en sais pas vraiment, je t'écoute, ça, puis on y reviendra », mais... et qu'historiquement, au Québec, on est plus porté vers le consensus, puis on n'aime pas ça, la chicane. Fait que je pense qu'on est lié à ça dans nos propres familles, dans notre propre culture. On n'aime pas aborder les sujets. Il va y avoir des points de vue différents. Mais ce que je pense, quand je vois l'histoire puis le développement des réseaux sociaux, c'est que plus on se tient avec des gens qui pensent comme nous, plus on reste fermé sur les autres points de vue, les racistes ou les ci ou les nationalistes ou le contraire. Et après, bien, ça déborde sur les réseaux sociaux des gens qui ne sont pas entendus ou avec qui on ne discute plus que par Facebook interposé, ce qui n'est pas très, très bon. Donc, s'habituer à écouter un point de vue qui est différent du nôtre. Peut-être que ce serait juste ça, d'apprendre ça. C'est tout. Quel que soit le sujet controversé ou pas. Une des recommandations, c'est ça, c'est que très souvent, on met l'emphase dans nos cours sur des débats parce qu'on dit, bien, si on a un débat, on va avoir différents points de vue de représentés, donc c'est une bonne chose. Mais le problème avec un débat, c'est que on écoute pour gagner. Surtout si on est entouré par nos amis,
on veut gagner. Et souvent, celui qui va gagner, c'est parce qu'il y a déjà une certaine personnalité, il est à l'aise, et c'est plus parce qu'il ou elle, ils sont plus drôles, c'est plus une question de personnalité souvent que argument. Et peu importe, beaucoup les conflits qui nous reviennent, c'est pas... Oui, on a besoin de rationalité et de rentrer dans les faits, mais souvent, c'est pas vraiment ça. Quand on revient souvent, c'est parce que c'est des valeurs qui sont différentes. Donc, les débats, ça veut dire qu'on écoute pour gagner, et ça enlève le sens critique. Mais si on écoute pour comprendre, c'est une autre manière de rentrer dans une discussion. Donc, les débats, souvent, ça ne mène pas à les conclusions qu'on veut, tandis que si on établit un climat qui dit on écoute pour comprendre, c'est autre chose, et on responsabilise les jeunes pour trouver d'autres points de vue. Des fois, ils n'ont pas le droit de représenter. Leur défi, c'est qu'ils vont représenter un point de vue qui n'est pas leur autre. Et des fois, on peut même, c'est là où la technologie, ça peut être intéressant si on leur cellulaire. Moi, c'est au cégep, donc je n'ai pas le droit de leur dire de mettre leur cellulaire dans une boîte ou dans leur casier. Je peux juste leur dire de le mettre dans leur sac à dos, mais dans des questions, si je n'ai pas les informations, si je ne sais pas vraiment, je n'ai pas toutes les informations dont j'ai besoin, ils peuvent aller le chercher parce qu'on va, avant de rentrer dans les conversations, on va au moins enseigner le sens critique par rapport à trouver des bonnes sources, mais c'est une manière de les responsabiliser pour amener d'autres points de vue dans la classe. Oui, aussi, ce que vous avez mentionné par rapport à établir les règles du dialogue à l'avance, c'est très important, et eux, ils peuvent le faire. Parce que des fois, ils sont très à l'aise avec certaines choses, mais il y a certains mots qu'eux, ils n'aiment pas. Moi, je ne le sais pas. C'est vraiment entre leur dynamique particulière. Donc, quand ça vient de eux, ça leur responsabilise beaucoup. Donc, oui, c'est des bonnes suggestions et réflexions, en effet. D'autres épreuves? Ouais. Merci. Je ne peux pas vraiment parler parce que j'enseigne sur les questions controversées depuis 25 ans à peu près. Non, mais sur le racisme et ces questions-là, donc c'est déjà des questions controversées. Mais ce qu'on peut voir, par contre, est qu'il y a des évolutions. Il y a des contextes, puis il y a des moments où on peut plus aborder certaines questions sous certains angles avec telle terminologie plutôt que telle autre. On l'a vu l'année passée là, avec le racisme systémique dans le contexte du débat québécois. Il y avait le terme racisme systémique, dans certains contextes, était presque à bannir. Même les politiciens n'étaient même plus capables d'utiliser le concept. Là, et donc, ça a créé toutes sortes de création de commissions, puis après ça, de déconstruction de la commission sur le racisme systémique, etc. Mais il y a 10 ans ou avant la crise de Bouchard-Taylor, la crise des accommodements raisonnables, parler de racisme, aujourd'hui, on peut en parler plus parce qu'on voit que c'est très polarisé, donc les gens s'intéressent à comprendre plus le phénomène, même si c'est des termes qu'il faut prendre avec beaucoup de délicatesse en milieu scolaire, en milieu scolaire ou dans d'autres milieux, parce qu'il ne faut pas non plus que les gens se sentent accusés et se sentent acculés au pied du mur ou mis dans le coin, là, accusés et tout ça. Et donc, il faut quand même l'utiliser de façon détournée parfois ou utiliser d'autres termes. Mais il y a 10 ans ou 15 ans, on utilisait plus un terme comme inclusion ou d'autres, plus positifs que négatifs, même si tu dénonces des discriminations. Mais des fois, il y a comme des... Il faut réfléchir un petit peu à ça aussi, comment dans certains contextes politiques, sociaux, scolaires aussi, on peut ne pas utiliser les bons termes de la bonne façon. Et ça, il y a beaucoup de gens, justement, qui ont peur d'utiliser certains concepts qu'ils maîtrisent peu, justement, dans le milieu scolaire pour ne pas déraper ou pour ne pas dire les mauvaises affaires. Il y a des nuances qui ne sont pas toujours là parce que en tout cas, c'est des questions que même comme prof d'université, on se pose, puis on le voit dans les cours aussi en formation des maîtres, des enseignants. Il y a des concepts, il y a des époques, puis il y a des moments où on peut moins utiliser certains termes que d'autres. Bien, moi, je continuerai un peu sur ce que tu viens de dire, Maryse, sur qu'est-ce qui est controversé. Tu sais, quand on parle d'un sujet controversé, c'est controversé aussi pour qui?
Comme par exemple, racisme systémique, si on utilise ce terme-là ici aujourd'hui, j'imagine on n'a peut-être pas un consensus. Il y a peut-être des gens qui vont dire, qui vont chercher à comprendre un peu plus ou qui vont remettre en question la véracité. Mais si on en parle avec Bernard Drainville, lui, il va être complètement... il va dire que tous les Québécois sont racistes, comme tu disais, que c'est du racisme systématique, mais qui ne font pas la distinction, qui est peut-être, lui, il est peut-être de mauvaise foi, t'sais. Mais au même titre que je sais qu'en science, par exemple, la question du vaccin... que les vaccins ne seraient pas efficaces ou que les vaccins créeraient l'autisme, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup, mais que dans le milieu de la science, ça ne fait pas débat. Comme la question que je me dis, le racisme systémique, ici, ce n'est pas quelque chose qui fait débat, son existence, mais si on en parle avec... au Tim Hortons du coin, là, ça va soudainement ça va être super controversé si on en parle avec des élèves. Fait que c'est controversé à un niveau, mais à un autre, ça ne l'est pas vraiment. Il y a consensus où on s'entend sur la définition puis l'existence, finalement, de ce concept-là. Mais en fait, moi, c'est une question que j'aurais pour la suite des choses. Et comment est-ce qu'on fait, justement, pour décontroverser un thème qui ne devrait pas l'être? Comme tantôt, on parlait de l'invasion musulmane. Ça ne devrait pas être un sujet controversé. C'est pas un sujet. C'est juste que ça n'existe pas. Fait que si... Non, mais c'est ça, mais si on l'aborde comme un sujet controversé, on y donne une certaine valeur aussi. Donc, c'est quoi les stratégies pour... en classe, je n'ai vraiment pas de réponse. Tu fais-tu juste dire « non, c'est faux, on passe à autre chose » ou... Alors, j'espère que vous allez donner la réponse. Je suis allée à une conférence une fois sur l'éducation pour les droits des humains et la personne, elle a dit j'ai un conseil très simple et je vais le dire en anglais parce qu'elle a dit en anglais, mais vous allez me le traduire. Mais elle a dit toute conversation, essentiellement, tu peux dire est-ce que vous. Non, je peux le dire en français. Mais est-ce que. What do you mean by that? Qu'est-ce que vous voulez dire? Mais vous parlez de quoi exactement? Donc, si je parle de. Vous avez dit invasion musulmane. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Comment est-ce que tu définis ce terme-là? Et ça se déconstruit très facilement. Donc, tu définis ça comment? Donc, c'est par nombre de personnes, parce que tu parles d'une culture, parce que tu penses que ça vaut quoi? Puis là, OK, je veux juste comprendre. Comme moi, je joue à l'innocente un peu, parce que je ne comprends pas ce que tu dis. Est-ce que tu peux juste... On va prendre ça mot par mot, on va le définir pour que je comprenne ce que tu dis. Ça, c'est dans le moment. Idéalement, ils vont faire des recherches à l'avance, ils vont regarder 2 points de vue. Il y a différentes manières pour diffuser des sujets comme ça, mais dans le moment, les arguments ou les positions qui sont vraiment bâties sur quelque chose qui est fondamentalement raciste, c'est parce qu'ils sont en train de répéter quelque chose. Ils n'ont rien lu à fond, c'est juste quelque chose qu'ils ont vu dans les médias sociaux, et ça peut se défaire très facilement si on est capable, des fois j'ai de la misère, de faire... Parfait. On va essayer de... J'aimerais mieux comprendre ce que tu dis. C'est pas toujours facile. Donner la parole à la personne qui vient dire une niaiserie, puis dire « Parle-moi-en plus de ta niaiserie. » Oui. Bien, c'est pour toi. Une des choses qui est très importante, c'est qu'on peut juste faire où on est à l'aise. Donc, c'est pour nous autres de décider, est-ce que je vais être neutre? Est-ce que je vais être c'est comment qu'on dit? Oui, l'avocat du diable, exactement. Ça, c'est un autre rôle. Ou est-ce que je vais être transparent? Et c'est important de communiquer ça avec nos étudiants et dire, bon, maintenant, moi, je vais faire le mieux d'être neutre. Je le sais que ce n'est pas toujours facile. Même si je dis bon point à un étudiant, puis à un autre, je dis, OK, ce que je fais, c'est évident. Mon point de vue est évident. Est-ce que je suis vraiment capable d'être neutre? Non. Moi, je leur dis, il y a certains sujets où je suis ouverte, mais je ne suis pas neutre, mais mon objectif, c'est de comprendre multiples points de vue. Je suis capable de changer mon avis. De toute façon, je ne vous donnerai pas un examen sur mon avis. On fait des blagues sur ce qu'un examen sur mon avis, ça aurait de l'air. Mais ça, c'est parce que moi, je suis confortable à dire, je vais être transparente, je vais faire de mon mieux, et je vous encourage, si vous me trouvez très biaisée, ce qui ont très clairement communiqué l'année dernière durant les élections américaines. Là, j'ai vraiment eu de la misère à faire semblant qu'il y avait une certaine neutralité dans mes discours. Mais, tu sais, je me suis excusée et on a avancé, mais j'ai aussi essayé de permettre plusieurs points de vue, puis on est allé au fond de ces points de vue-là le mieux possible. Mais
une caractéristique, je pense, c'est qu'il faut être à l'aise avec le fait qu'on va être inconfortable et que le plus possible, c'est de faire ressortir leur justification pour leur point de vue. Et souvent, les autres étudiants sont capables de le faire pour nous aussi. Le plus qu'on rentre dans une dynamique de classe où on se sent confortable de dire « Est-ce que tu peux m'expliquer? » Tu n'es pas obligé de dire « C'est un point très intéressant, j'aimerais en comprendre mieux », mais dire « J'aimerais comprendre d'où ça vient. » C'est nouveau. Moi, je dis souvent, ça, j'ai jamais entendu de ce propos-là. Ça me dit absolument rien. Je veux mieux comprendre et ça passe pas. Merci. Oui, c'est intéressant parce que je trouve qu'il y a cet aspect, justement, on dit, est-ce qu'on veut aborder, est-ce qu'on se sent à l'aise d'aborder des sujets controversés en classe? Parce que des fois, on ne va pas vouloir les amener. Donc, par exemple, éviter de donner la parole, des fois, à c'est ça, exactement, des propos qui peuvent être très discriminatoires. Cela dit, des fois, ils arrivent en classe, tout simplement. C'est peut-être là où est-ce qu'il ne faut pas non plus les réprimer, puis être capable de baliser les discussions et peut-être, certainement, s'il y a des informations ou de la désinformation à déconstruire, de se donner le temps aussi, de se dire, OK, on va quand même laisser l'espace au dialogue, quitte à revenir éventuellement dans un prochain cours avec des informations qui permettent de remettre les pendules à l'heure. Parce que je dirais que certainement, en tout cas, au secondaire, qu'on soit à l'aise ou non d'aborder des sujets controversés en classe, les sujets controversés arrivent en classe. Mm-hmm. Donc, vaut mieux être outillé plutôt que d'essayer, c'est ça, de les réprimer puis que ça ne se passe pas. Vaut mieux que ces discussions-là aient lieu en classe dans un contexte balisé, organisé, respectueux, que finalement, ça se passe juste en regardant Denis Lévesque à la télévision. Mm-hmm. Où j'ajouterais, si on réussit à aborder ces thèmes-là dans une place où chacun sent qu'ils peuvent apporter leur point de vue, qu'ils vont être respectés, donc dans un endroit comme sécuritaire, ça va aussi permettre que les discussions aient lieu en classe et eux-mêmes peuvent se relancer. Mm-hmm. Parce que sinon, bien, ce qu'on peut documenter aussi dans certaines situations, c'est que les jeunes qui ne sont pas capables de dire leur opinion ou qui ne peuvent pas débattre avec d'autres ou discuter, bien, après, ils vont sur des forums où ils trouvent des gens avec qui vont écouter leur point de vue, puis avec qui ils vont discuter. Puis, bien, je vous passe jusqu'où ça peut aller, mais en fait, l'idée de le faire dans un milieu sécuritaire pour tout le monde, ça peut éviter d'autres situations par la suite. Là, j'ai un questionnement qui ne va pas avec mes élèves, là. Ils ne sont pas en âge ni rien, mais je m'interroge chez les plus vieux, comment on réagit quand on se retrouve confronté à des enfants qui, soit papa le dit, donc c'est absolument vrai, donc sont persuadés de leur point, même si la source est plus ou moins fiable, parce que c'est pas un expert dans son domaine, ou face à la théorie du complot, on parlait du vaccin contre l'autisme. Moi, j'ai des parents qui sont persuadés de ça, dans ma classe, contre qui je ne sais plus comment déconstruire ça sans risquer de tomber dans qui se sentent attaqués par ma position. Comment est-ce qu'on va déconstruire ça quand c'est même pas basé sur des faits, là? Comment on s'attaque à ça? On demande les faits. Mais il faut avoir déjà établi un environnement où c'est parfaitement normal que ton enseignant, donc tu ne te sens pas souligné pour avoir, c'est pas le bon mot, mais pour avoir mis une proposition et l'enseignant t'a dit, toi, tu me donnes des faits. C'est quelque chose qu'on doit demander à tous, même les points de vue auxquels on est extrêmement d'accord, c'est basé sur quels faits. Et c'est ça le sens critique. C'est d'enseigner avant d'engager dans les débats. Je ne sais pas si vous le faites, mais une chose qu'on fait dans nos programmes au Cégep Champlain, c'est avant de rentrer dans des discussions, ils ont un cours ou quelques cours sur les sophismes. Donc, on touche tout ça. Donc, si j'utilise mon père comme une source, est-ce que c'est une bonne manière d'argumenter si c'est mon père qui est le source de mon argument? Si on parle d'un groupe ou une religion, puis on généralise, est-ce que... Puis j'ai une liste sur... Là, je vais parler de mon projet, mais j'ai une liste de 20 sophismes avec des exemples. Et tout le monde, je veux dire, n'importe quel âge peut comprendre. Tu peux être au primaire et comprendre que
juste parce que 10 de tes amis sont convaincus que tu devrais pas te faire vacciner, c'est pas assez pour te convaincre de quelque chose. Et ils aiment beaucoup, ils adorent, les jeunes adorent regarder souvent, je leur encourage d'aller voir des débats politiques ou des annonces. Ils peuvent identifier la manipulation, la manière qu'ils sont plusieurs chroniques. C'est très facile. Ouais. Dans ma classe, c'est un speech de Trump où ils vont identifier au moins une vingtaine de sophismes. Mais si on commence par ça, et ça leur donne un langage pour dire « Ah, mais là, tu te bases sur une histoire. Tu as eu une expérience avec quelqu'un, puis là, tu as conclu que toutes les femmes sont de même, tous les musulmans sont de même, tout ça. » Mais ça, c'est le problème. Parce que souvent, on le sait qu'il y a des problèmes avec des arguments, mais on n'a pas le langage. Mais une fois qu'ils ont le langage, là, ils reviennent puis dire « Mon père, il est vraiment frustré parce que je lui ai dit qu'il a fait un parallèle qui s'est... On ne peut pas comparer ces deux choses. » Que j'ai comparé une expérience à une autre, puis ça n'a pas rapport. Ou, ce qu'on fait souvent, j'ai pris un exemple très extrême d'une religion, puis j'ai généralisé à toute la religion. Donc, ça, c'est ça. Si on a le langage pour dire que ça, c'est de la manipulation, c'est beaucoup plus facile de les outiller. Et souvent, c'est eux qui le font avant moi. Je n'ai même pas besoin de le faire. Ils disent, mais là, tu es en train de dire que tout le monde est d'accord avec toi. C'est où l'étude que tout le monde pense ça? Tu te bases sur rien, c'est juste une manière de dire, d'encourager le monde de penser comme toi, mais ce n'est pas un argument que tout le monde pense quelque chose. Donc ça, c'est une manière d'éviter que ça se passe en premier, c'est de leur outiller avec un langage pour le sens critique et de toujours leur demander des faits, toujours se baser sur des faits. Ils peuvent les sortir de leur poche aussi. Les faits sont là. Donc, on ne peut pas prouver très rapidement. Ah oui. Moi, j'ai été confrontée à... j'étais une prof de français dans les écoles anglophones. Puis, beaucoup, c'est les francophones sont comme ci, les Québécois sont comme ça. Puis, mes élèves ne s'identifiaient pas comme des Québécois. Puis, je trouvais ça dur. Ils s'identifiaient comme leur... tu sais, des Italo-Montréalais qui sont nés à Montréal, ils disaient qu'ils étaient des Italiens. Puis, à un moment donné, j'ai dit, OK, mais tu dis que les Québécois sont comme ci, comme ça. Je dis, t'en connais combien? Fait que je faisais de la déconstruction, puis je disais, toi, quand tu arrives dans ma classe, tu es contente de me voir, mais moi, je suis québécoise, toute ma famille est francophone. J'ai dit, c'est quoi la différence? Fait que, en faisant de la déconstruction, par leur montrant, tu les connais pas tous, tu leur as pas tous parlé, t'en as déjà vu, mais je me rendais compte que beaucoup, que ça venait des frustrations des parents qui avaient peut-être pas la langue, qui avaient eu des frustrations à cause des politiques de la loi 101 et tout ça, puis j'essayais justement de déconstruire les espèces de préjugés qu'il y avait contre les francophones, puis à leur montrer de la musique, leur montrer autre chose, essayer de montrer le positif, justement, de ce qu'ils ont vu puis de ce qu'ils ont entendu, parce qu'ils sont jeunes puis ils n'ont pas beaucoup d'esprit critique encore. C'est ça que j'ai fait beaucoup, puis ça fonctionnait quand même assez bien. Oui, tout à fait. Juste commencer avec « Mais c'est quoi un Québécois? Est-ce que tu es né au Québec? OK, mais tu n'es pas Québécois? » Puis là, il y avait de la ça difficulté déroule. à s'identifier comme Québécois, quand même. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires avant que... je pense je vais présenter rapidement, mais je pense qu'on a... Oh non, je le garde. Donc, très rapidement, les études, les recherches par rapport aux discussions, quand ils sont bien faites d'une manière positive, c'est la première chose que j'ai fait quand je suis rentrée dans mon doctorat, c'est de faire une recherche sur... Parce que moi, c'était l'engagement civique qui me passionnait il y a 6 ans. Et c'est la seule chose qui pouvait vraiment démontrer, c'est que les discussions sur les sujets politiques, sociaux, ça avait des retombées assez claires par rapport à l'esprit critique, la tolérance, l'intérêt à la politique, l'empathie et l'intégration sociale. Donc, c'était très convaincant de continuer dans cette voie. Mais, comme vous avez mentionné, il y a beaucoup d'épreuves. Quand je suis allée chercher des informations sur comment mieux le faire dans mes cours, j'ai trouvé très peu d'informations sur comment le faire, mais beaucoup sur pourquoi c'est très difficile à faire. Donc, comme vous avez exprimé, l'anxiété de l'enseignant, c'est par rapport à les connaissances. Est-ce que j'ai assez de connaissances? Parce que non seulement il faut avoir connaissance sur un sujet que ça se peut. Le semestre dernier, mes étudiants ont dit « Madame, on veut parler de la loi 62. »
J'ai dit, mais ça faisait juste 2 heures que ça a été sorti. J'étais pas équipée, mais en même temps, la volonté de mes étudiants, je trouve ça très inspirant. Donc, on a sorti, je suis rentrée sur l'Internet, ils ont sorti leur téléphone, puis on a essayé de trouver les pour et les contre, qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce qui étaient les valeurs derrière. Et je recommande pas ça nécessairement, mais l'anxiété de l'enseignant, c'est ne pas savoir. On ne sait pas quand ça va être émotif. Même avec tout ce que je vous dis, oui, je leur enseigne les sophismes à l'avance. Oui, on a établi une culture de classe, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des préjugés qui ressortent. Je l'ai eu la semaine dernière avec les Autochtones qui sont tous sur le BS en train de... Puis ça m'a vraiment affrontée parce que je me suis dit, mais moi, j'ai vraiment bien établi l'environnement de ma classe. Mais non, ça ne veut pas dire que ça ne rentre pas. Donc, il faut être prêt à l'imprévisible. Et pour moi, ça m'a rendu très émotive. L'émotion était là. Et donc, il fallait que je prenne une grande respiration et que je me positionne puis qu'on commence à déconstruire les préjugés, mais il faut être à l'aise avec ça aussi. L'anxiété est aussi reliée à, comme on a parlé avant, l'administration, qu'est-ce que les étudiants vont dire à l'extérieur de la classe. Et aussi, pour cet étudiant-là qui a fait cette remarque, oui, on l'a déconstruit, mais il va peut-être avoir des conséquences aussi à l'extérieur de la classe. Et ça rentre dans l'anxiété de les étudiants parce que leur rapport entre eux est plus important que leur développement de leur sens critique quand ils rentrent dans les... Bien, pas nécessairement, je ne veux pas généraliser par rapport à mes étudiants, mais c'est sûr que comment ils paraissent avec les autres étudiants, c'est extrêmement important et ça peut ne pas faire ressortir leur perspective. Et comme j'ai déjà raconté un peu, souvent, c'est la culture ou le point de vue dominant qui ressort le plus dans les cours. Et c'est les étudiants privilégiés juste parce qu'ils ont été dit que ton point de vue, ça compte. Puis c'est pas tous les jeunes qui ont été dit ton point de vue, ça compte. Et ça, c'est pas nécessairement une question de culture, mais c'est une question de privilège quand même, de sentir qu'on peut prendre notre place dans un cours. Donc, il y a ces anxiétés des étudiants, eux aussi, ne se sentent pas nécessairement à l'aise avec le contenu ou pas sécures par rapport à leur point de vue. Le climat politique, comme vous disiez, ça dépend un peu. Ça fait 10 ans que j'enseigne, donc j'ai rentré dans différents climats politiques, puis des fois, c'est un sujet qui est très émotif et difficile à aborder, puis des fois, je ne le sais pas, ça va être lequel, parce que eux, leur parcours est différent que le mien. Donc, des fois, on pense, OK, là, je suis vraiment à l'aise à parler de les francophones et les anglophones et la souveraineté, tout ça. Là, je suis à l'aise. Je suis vraiment... Puis là, mes étudiants, ils sont, mais madame, ça n'a pas rapport. Je ne sais pas pourquoi c'est encore dans ton programme. J'étais comme, mais c'est parce que j'ai fait mon parcours, puis là, je suis prête. Mais non. Aussi, il y a juste une manque de diversité dans les cours. Donc, même si tu veux beaucoup de points de vue, il n'y en a peut-être juste pas. Même s'ils ne sont pas à l'aise, c'est même pas une question de est-ce qu'il y en a certains qui sont plus à l'aise que d'autres. S'il y a un manque de diversité de points de vue dans ton cours, ça va être difficile. Ça peut être une épreuve aussi pour vraiment avoir des discussions intéressantes. Et finalement, c'est peut-être il y a un manque de temps. On le sait que des discussions, des fois, ça prend du temps. Et j'ai entendu parler des fois, si une discussion, ça rentre, ça peut être vraiment énergisant, mais là, tu as 15 minutes, puis c'est tout, puis tu ne peux pas vraiment reprendre le prochain cours avec la même énergie. Donc, des fois, c'est difficile à gérer. Donc, vous avez déjà pas mal décrit toutes les épreuves. Mais je voulais juste vous donner, on en a parlé, mais quelques recommandations, puis après, on va parler un peu des médias sociaux et les possibilités du cyberespace. Donc, il y a certaines recommandations qui ressortent, comme je vous ai dit, il n'y a pas beaucoup d'études, mais il y en a qui ressortent des études qui disent qu'il faut vraiment mettre l'emphase sur le dialogue et non le débat, comme j'ai mentionné, parce que l'écoute de la personne est différente quand ils cherchent de comprendre un autre point de vue. Maintenant, mes étudiants sont en train d'écrire des ils font des travaux où ils doivent représenter 2 points de vue et l'objectif, c'est que moi, à la fin, je ne sais pas c'est quoi leur point de vue. Souvent, on les encourage d'écrire et de prendre position, mais moi, je fais le contraire. Ils détestent que je leur demande de pas... Là, finalement, ils ont le droit à la fin parce qu'ils sont incapables de ne pas me dire leur opinion. Mais il faut qu'à travers, je ne le sais pas, c'est quoi leur opinion, parce qu'il faut vraiment comparer les faits. Ils ne comparent pas non seulement les faits, mais aussi les valeurs.
Parce que ces débats, ce n'est pas juste des débats de faits, c'est des débats de valeurs aussi. Donc, il faut identifier c'est quoi la valeur en dessous de ces arguments. Parce qu'on sélectionne, c'est ça que le sens critique dit qu'il faut mettre l'emphase sur les faits. Mais on peut trouver des faits pour justifier la plupart de nos points de vue, essentiellement. Il y a des faits sur les deux côtés. Mais c'est plus souvent une question, bien, à part ceux qui sont fondamentalement racistes, mais ceux qui reviennent dans notre société. Donc, c'est vraiment la valeur. Qu'est-ce que ça veut dire, le multiculturalisme? Qu'est-ce qui est la différence entre le multiculturalisme et l'assimilation? C'est quoi les valeurs en dessous de ça? Et faire ressortir ce point de vue aussi. Évidemment, ce que nous, on veut, ce que moi, je veux discuter et ce que mes étudiants veulent discuter, c'est pas toujours la même chose. Donc, je rentre prête pour parler d'une chose, mais eux, il y a une autre trajectoire. Et c'est important si on veut combattre leur sentiment de frustration, de se sentir pas écoutés par la société, le fait qu'ils se sentent rejetés par la politique, qu'ils ne se sentent pas inclus dans la politique. Tous ces sentiments-là, il faut leur laisser décider c'est quoi les sujets qu'on va discuter. Et aussi, c'est changer. Et ça, c'est pour ça qu'on va parler un peu de la technologie. Mais idéalement, surtout qu'on n'a pas toutes les expertises, c'est une bonne tactique, c'est de dire « je ne suis pas experte dans le domaine qu'on va discuter. Mais ensemble, on va trouver des bonnes recherches. Je suis experte dans le sens critique. Je sais comment déterminer si une source est bonne. On a déjà parlé des sophismes, donc on sait c'est quoi la manipulation. Ensemble, on va regarder des ressources puis voir s'ils peuvent nous aider à comprendre différents points de vue sur un sujet. C'est sûr qu'un des problèmes, c'est qu'on est dans une position de pouvoir. Donc, même si on fait semblant qu'on est neutre et qu'on est inclusif de tous les points de vue, on a le pouvoir et dans leur tête, ils le savent et ils ne veulent pas trop nous confronter parce que c'est nous qui vont leur donner des notes à la fin et on ne peut pas vraiment faire semblant que ce n'est pas le cas. Mais c'est pour ça qu'on va parler un peu à propos de la technologie. Et une autre recommandation, c'est que je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais ça m'est arrivé plusieurs fois, qu'on parle d'un sujet comme le racisme, et à la fin, on est comme découragé. On est comme « Oh, God, c'est pas facile. Mon Dieu, que c'est compliqué. » Puis je les laisse comme ça. Puis là, ils quittent leur cours. Avant, ils n'étaient pas vraiment au courant de certaines choses. Là, ils le sont. Puis là, c'est difficile. C'est compliqué. Ils ne savent pas quoi faire. Donc, les recommandations par rapport aux discussions des enjeux sociaux, c'est aussi d'avoir des stratégies pour quoi faire à la fin. Bon, mais maintenant que j'ai certaines connaissances que je n'avais pas avant, qu'est-ce que je fais? Comment est-ce que je pourrais me positionner? Avec qui est-ce que je peux parler? Quels sont des projets qui existent déjà? Donc, d'essayer de terminer d'une manière, comme vous avez suggéré, d'une manière positive. Et ça, c'est quand on va maintenant, quand on va parler des enjeux de comment les médias sociaux peuvent être constructifs. On sait que c'est la source de beaucoup de conflits, mais il y a beaucoup de jeunes qui aiment beaucoup engager dans des discussions positives ou utiliser le potentiel des réseaux sociaux aussi pour promouvoir d'autres messages, des messages positifs, même si on voit négatif plus que positif. Ils veulent le faire et il y a plusieurs projets qui leur permettent de le faire. Donc, les études qui ont été faites par rapport aux discussions, bien et moins bien, encourageantes et décourageantes, disent que si on peut, à la conclusion, parler de projets ou d'objectifs comme classe, qu'est-ce qu'on peut faire dans notre classe pour être plus inclusif? On parlait je suis dans un milieu francophone, mais j'enseigne en anglais au cégep. C'est un cégep anglophone. Et souvent, nos discussions, ça va de l'anglais au français parce que, pour moi, c'est le sens critique qui est plus important que les compétences linguistiques. Mais mes étudiants autochtones m'ont dit mais on ne parle pas français. C'est une de nos barrières en éducation. J'étais comme, ah non, je pensais que j'étais inclusive. Puis là, on a un autre problème. Donc, comme dans notre cours, comment est-ce qu'on va rendre l'environnement inclusif pour plus de monde, puis ça évolue, puis ça change tout le temps. Parce que maintenant, il y a aussi les pronoms personnels. On m'a demandé de changer l'utilisation des pronoms personnels. Ça aussi, ça va me prendre ça pour moi, c'est une transition. Il y a 10 ans, le mariage gay, c'était un sujet controversé. Donc, ça évolue. Donc, c'est les étudiants qui me disent quand c'est le temps d'évoluer. Où est-ce qu'ils sont rendus et où est-ce qu'ils aimeraient que je me rende, ce qui est extraordinaire, ce que je trouve... ce qui me passionne beaucoup.
Donc, on voulait, maintenant qu'on a fait le tour des épreuves, on voulait avoir juste une conversation ouverte. Est-ce que vous voyez des possibilités? Je vais vous avouer que quand j'ai commencé mon doctorat, j'avais aucun intérêt dans les médias sociaux, aucun intérêt dans la technologie. Pas du tout. J'ai pas de page Facebook. Ça m'intéresse. Je trouve ça, en tout cas, ça m'intéresse pas. Mais c'était mon cheminement avec ce sujet qui m'a ouvert l'esprit et les possibilités que peuvent amener le cyberespace et les médias sociaux. Donc, j'aimerais savoir si vous pensez ou vous pouvez voir s'il y a certaines... comment on a dit? De quelle façon pouvons-nous utiliser les médias sociaux et le cyberespace pour s'adresser à certains de les défis qu'on vient de mentionner? Bien, moi, ça va être quasiment plus un... Je vais aller à sens contraire de la question, parce que moi, je trouve que, justement, les médias sociaux, il y a tellement des discours polarisés, les gens, ils campent des positions sur des forums ou sur Facebook ou dans le bas de pages de nouvelles que j'ai l'impression qu'ils ne diraient jamais si on était en face un de l'autre. Puis finalement, les gens, ils campent ces positions-là, puis ça devient extrêmement difficile pour m'être déjà m'être engagé comme dans un débat en ligne comme ça. À un moment donné, j'ai dit, gars, je suis en éducation, je vais essayer de changer les choses par là parce que c'est pas vrai que ça va fonctionner. Sur Internet, c'est soit des trolls, je me suis rendu compte, ou c'est des gens qui pensent vraiment des choses qui sont contraires à ma conception, puis il y a une perte de temps. Fait que je trouve que c'est noble de le faire, de s'impliquer, de communiquer par les réseaux sociaux, de diffuser, sauf que j'ai l'impression que finalement, ça diffuse uniquement auprès de gens qui pensent comme nous, puis qu'il n'y a pas vraiment de relation entre les différentes positions. Mais c'est ça, c'est comme un constat plus qu'une question là, ou une réponse. Bon, ben, il m'a donné le courage de répondre à Mathieu. Ben, moi, c'est l'inverse. En fait, quand j'ai commencé ma thèse, j'étais très, très investie dans les médias sociaux et l'utilisation des médias sociaux. Et maintenant que j'arrive à la fin de ma thèse, je m'investis plus dans la rencontre, dans l'espace physique entre les jeunes et créer des ponts ou des espaces de dialogue. Pour moi, la seule chose qui me vient à l'esprit quand on dit médias sociaux et ces défis-là, je pense surmonter peut-être le discours à la haine, essayer d'inverser cette tendance-là ou call it out, l'identifier et l'adresser. Puis peut-être créer ce qu'on avait fait avec Mathieu, c'était créer des counter-narratives, je ne sais pas comment dire. Des discours alternatifs. Oui, c'est ça. Il y a pas des contre-discours. Merci. Des contre-discours, puis des discours alternatifs et le discours à la haine. C'est les trois choses que je vois, mais à part ça, je ne sais pas. Je commence à perdre l'espoir. Ah ouais, ouais. Le fil s'en va de l'autre côté. Je te le tente là. J'en veux pas deux, merci. Pour moi, pour jamais m'être engagée dans des débats sur les médias sociaux, mais pour aller de temps en temps sur mon compte Facebook, puis d'une chose à l'autre, j'imagine, hein, il y a des algorithmes qu'on dit, qui fait que je trouve que j'ai accès à du contenu très intéressant. Par exemple, un site, puis là, j'essaye de ne pas me tromper, en tout cas, me fait connaître des femmes d'exception que je ne connaissais pas. C'est comme des photos en noir et blanc et on passe toute la vie de quelqu'un en 5 minutes, à peu près 4 minutes. Alors, je me dis, il y a des possibilités, des courants dans les médias sociaux ou Facebook ou je ne sais pas trop, où on peut justement transformer le discours. Mais là, je ne le vois pas, le discours haineux, je vois d'autres courants. Je pense à quelqu'un qui avait témoigné de son histoire
sur le fait qu'il n'y avait pas de travail. C'est un immigrant algérien ou ailleurs, puis son histoire avait été beaucoup relayée, les gens avaient été émus d'un cas de figure. Il avait fini par trouver un emploi, mais je trouvais que ça figurait quels étaient les défis de quelqu'un qui était arabe, musulman, et qui cherchait les défis qu'il y avait devant lui, mais c'était personnalisé. Donc, j'imagine qu'il y a différents points de vue qu'on peut retrouver qui sont très positifs et qui peuvent contribuer à nous faire connaître des choses. Mais voilà. Je sais qu'il y a d'autres courants que je ne veux pas aller. Je sais qu'il y a du pire, il y a du très pire. Je ne veux pas le voir. Moi, je vais me prendre un tour de parole. Il fut une époque, en 2012, où j'ai beaucoup essayé de convaincre des gens sur les internets à propos de la gratuité scolaire. Puis une chose en regardant après comment ça s'est passé, puis à quel moment on a ces discussions-là en ligne, on s'aperçoit que quand le sujet devient un sujet important, dont plusieurs groupes parlent, les différents discours commencent à apparaître sur nos fils, au lieu d'être ceux qu'on connaît tout le temps, ceux qu'on relaie tous les samedis, là, quand on n'a rien à faire le matin. Alors, s'il y a une chose qui est claire à propos des médias sociaux, pour moi, c'est que c'est un peu une espèce d'écho de ce qui se passe dans le monde physique, mais surtout dans le monde des gens un peu plus aisés, parce qu'il faut quand même être aisé pour pouvoir se payer de l'Internet et être sur son téléphone tout le temps pour répondre. Mais en le prenant de cette façon-là, je pense qu'il y a une meilleure façon de pouvoir voir quand est-ce qu'on peut faire une bonne intervention ou quand est-ce que c'est vraiment une cause perdue ou qu'on a à faire un truc, justement. Merci. Mais par rapport aux médias sociaux, comme vous disiez, par rapport aux algorithmes, la seule chose que je déplore là-dedans, c'est que si, par exemple, j'étais une personne extrêmement conservatrice, raciste, ou c'est uniquement ça que je vais voir. Je vais m'enfermer dans une bulle où je ne vais voir que des propos racistes, que des propos suprémistes, que des propos... Puis je vais comme être enfermée là-dedans. Donc, ce que je trouve malheureux, c'est que ça nous conforte dans nos idées. Peu importe quelle est notre position, on se retrouve conforté là-dedans parce qu'on ne parle qu'avec des gens et on ne lit que des articles qui vont à peu près dans le même sens que nous. Donc, c'est le côté que je trouve un peu dangereux parfois, surtout avec des plus jeunes, là. Moi, je crois beaucoup au cyberespace comme étant un outil de formation continue par rapport à la pénurie des enseignants-enseignantes, par rapport au fait qu'aujourd'hui, plusieurs personnes ne peuvent pas se présenter parce qu'ils ne peuvent pas avoir de suppléance. Je pense que Internet, justement, peut nous amener à pouvoir déconstruire ce discours-là, à pouvoir amener de la formation aux enseignants-enseignantes, au personnel d'école. Notamment, l'exemple de Des racines et des ailes a été vraiment populaire. C'est un web documentaire qui a pu amener du contenu académique, du contenu plus pratique, des exemples visuels. Donc, un modèle d'éducation qui est assez accessible, puis que Internet a accès à... Tout le monde a accès à Internet. Peut-être juste ajouter que, dans le fond, c'est un outil de réflexion parce qu'il y a tout le rapport de l'enfant ou des élèves à ce moyen, cet instrument-là, qui est les nouveaux mouvements sociaux, puis quel rapport ils ont. Donc, ça permet d'ouvrir à une réflexion, dans le fond, sur quel lien, quel rapport ils développent eux-mêmes envers ça. Est-ce que c'est une source d'information? Est-ce que c'est une source d'opinion, de construction de l'opinion? Est-ce que c'est parce que c'est des amis, souvent, qui vont influencer davantage les opinions que les journalistes, les chroniqueurs, la télé, etc.? Et donc, c'est vraiment une source réflexive, dans le fond, de réflexion sur le rapport au monde aujourd'hui, les relations humaines, le rapport au savoir, aux connaissances. C'est vraiment... donc, je trouve que c'est pertinent il faut travailler beaucoup avec les nouveaux médias sociaux aujourd'hui pour comprendre ce rapport-là davantage avec les jeunes. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut... Ça peut être aussi simple de demander ceux qui ont des cellulaires de faire un search sur un sujet et après comparer les réponses. Parce qu'ils vont voir immédiatement qu'ils n'ont pas les mêmes... Ils ne trouvent pas les mêmes informations. Puis après, on demande donc c'est quoi, parfait, merci, l'impact sur la démocratie.
Tu sais, puis eux, ils vont embarquer là-dedans parce que c'est très perturbant. En tout cas, j'ai fait un search sur Black Panther parce que mon mari voulait avoir le film, mais dans moi, tu le vois pas parce que je suis très intéressée dans la transformation sociale, donc tu voyais juste le mouvement. Mais je ne pouvais pas trouver le film, tandis que mon mari, tu le trouvais immédiatement. C'est comme un peu absurde. On a des points de vue qui sont assez semblables, mais c'est vraiment détaillé. Mais donc, c'est important d'outiller les jeunes pour comprendre cette dynamique-là. Il y avait quelqu'un d'autre qui voulait parler, je pense, avant que... Oui. Aujourd'hui, dans les médias sociaux, c'est plus facile. N'importe qui peut s'improviser informateur. Donc, n'importe qui peut mettre n'importe quelle information. Il n'y a pas de balise éthique comme dans le milieu journalistique où tu as des règles d'éthique que tu dois respecter pour ne pas dire n'importe quoi, diffamer, etc. Tandis que sur Facebook ou sur d'autres plateformes, n'importe qui peut être un nouvel informateur, ce qui fait qu'il y a beaucoup de propagande et travailler sur la compréhension notamment de la propagande haineuse, les techniques de propagande utilisées par n'importe qui, monsieur, madame, tout le monde, et des groupes organisés en particulier qui deviennent donc des spécialistes de la propagande. Je pense que ça, c'est vraiment important à travailler avec les élèves pour qu'ils comprennent qu'est-ce qui est en train de se jouer dans l'espace des médias sociaux en ce moment. Il n'y a plus de règles d'éthique comme il y a dans le milieu journalistique, puis il faut qu'ils soient capables de distinguer les deux univers, en fait. Puis toute la réflexion aussi sur la liberté d'expression et ses limites, bien ça aussi, c'est en matière d'éducation aux droits de la personne, aux droits humains, aux libertés fondamentales. Bien, est-ce que les médias sociaux, c'est pas un espace, justement, où on dépasse ces limites-là si on fait de la propagande et si... D'ailleurs, j'ai d'écrire un article pour un numéro que Marie-Odile va publier bientôt sur les techniques de propagande utilisées par des groupuscules haineux et comment en démontrant que c'est des techniques de propagande, on est en train de démontrer qu'ils font de la propagande haineuse qui est interdite par le Code criminel et par les lois. Et donc, travailler là-dessus avec les élèves, cette prise de conscience-là, je pense que c'est vraiment important. Je suis très d'accord, oui. Et je vais faire... Oh non, je ne suis pas supposée avoir cette réaction-là, c'est biaisé. Je vais faire le tour de ce que j'ai découvert, mais ça touche sur beaucoup de vos points. C'est sûr qu'une chose que je ne ferais pas, c'est demander à mes étudiants d'embarquer dans un débat Facebook. Je suis d'accord avec vous que je ne pense pas que ça serait constructif. Par contre, identifier les sophismes dans les réseaux sociaux, dans leurs réseaux sociaux, ça, c'est constructif pour développer la résilience contre la manipulation. Donc, il y a un exercice que vous allez trouver dans mon projet, sur le site du projet Someone, où je leur donne un site le site, c'est martinlutherking.com. Ça serait le fun si vous pouvez m'aider de trouver un site français qui est semblable. Donc, si on regarde l'adresse, ça a l'air que ça doit être... mes étudiants disent « Ah, bien, c'est un .com, ça veut dire que il n'y a pas de problème », ce qui n'est vraiment pas le cas. Je leur ai dit « Je pourrais aller acheter un .com avant qu'on termine cette conversation. » Ça n'a aucune légitimité. Mais ce site, ce n'est pas évidemment haineux, mais il faut lire pour voir que c'est un site qui a des propos haineux. Donc, je leur demande de faire l'analyse du site sans... quelques analyses de sites pour qu'ils commencent à apprendre le sens critique, parce qu'on le sait que le transfert de ce qu'on apprend dans nos cours, dans notre quotidien, ça ne se fait pas toujours. Tandis que si on intègre les réseaux sociaux, parce que pour eux, leur génération, ils me disent « Moi, il n'y a pas de différence entre moi comme tel et moi dans ma vie online. » Tandis que pour d'autres générations, la division est plus évidente, mais pour eux, ils disent qu'il n'y a pas de division. Donc, c'est pour ça que je pense aussi que c'est important qu'ils transfèrent ce qu'on discute dans nos cours dans des cyberespaces. Donc, le premier point, c'est que ça va les rejoindre où ils vont être confrontés par les messages haineux. Et la dernière étude que j'ai vue, c'est que 90% de ce qu'ils voient, c'est négatif haineux. Tu sais, c'est peut-être pas, ça serait pas peut-être classifié comme haineux, mais c'est extrêmement négatif. Donc, ils sont aussi
d'accord, ils savent et ils veulent trouver une manière d'engager ou de voir le positif aussi dans ces environnements. Une chose que j'ai découverte, j'ai introduit un site web qui s'appelle Linker, linkr.com, qui permet aux étudiants, c'est privé, de parler ils font des sommaires d'articles, puis après, ils réagissent à différents points de vue. Et c'est juste c'est des étudiants, donc tu connais leur nom, ils ne sont pas obligés de laisser leur nom, comme ça, ils ont un peu d'anonymat. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça élargit la classe parce que tout à coup, ils ont accès à des points de vue à travers l'Amérique du Nord et des fois autour du monde. Donc, ça peut faire ressortir les points de vue de mes étudiants qui étaient non dominants, je dirais. Ce que j'ai découvert quand j'ai utilisé juste avec mes 2 cours, d'avoir des discussions online, c'est que... Comment je dis online en français? En ligne. Ouais, c'est compliqué. Oui, je vais essayer de m'en rappeler. En ligne, c'est que ce que j'ai découvert, c'est que mes étudiants qui ne se sentaient pas à l'aise, souvent parce que anglais, c'est leur 2e langue, leur 3e langue, ils appréciaient beaucoup aller en ligne parce qu'ils pouvaient penser avant d'écrire. Aussi, ça enlève la pression de se pointer sur un sujet dans le moment, ce que souvent on ne veut pas faire, et c'est souvent une bonne chose parce qu'on veut porter une réflexion, puis on devrait encourager la réflexion et une discussion qui se passe en ligne, asynchroniquement, pas en même temps, asynchro, ça permet cette réflexion. J'avais posé des questions à mes étudiants qui se pointent très facilement en classe, mais pourquoi je ne te vois pas très présent dans les discussions qu'on a en ligne? Puis il a dit, mais là, madame, je ne peux pas juste dire des statistiques parce qu'ils vont vérifier. Puis moi, je trouve ça plate. J'ai dit, OK, mais peut-être pour moi, comme enseignante du sens critique, je trouve ça intéressant parce que comme si quelqu'un dit, on est envahi par telle personne, dans le moment, tu peux demander la preuve parce qu'on est en ligne, puis on le sait que les informations sont disponibles. J'ai 5 minutes. Je vais parler très, très vite. Ça peut aussi, une chose que moi, j'ai trouvé très intéressante pour avoir des conversations, des discussions en ligne, c'est que ma présence, elle n'est plus là. Donc, mes étudiants pouvaient s'engager dans des discussions et le seul moment où moi, j'étais là, c'était si je pensais qu'il fallait peut-être donner des exemples où il n'y avait pas de preuves, ou donc de temps en temps, je m'impliquais, mais pas beaucoup, parce qu'eux, ils se chargeaient de la discussion. Ça peut donner accès à une diversité de points de vue, parce que si elle n'est pas là, ils peuvent aller la chercher. Puis un de nos rôles, c'est de leur dire, bien, allez chercher, il y a des points de vue, c'est quels points de vue qui ne sont pas là, et aller les chercher, puis aller ramener, pas symboliquement, mais juste chercher d'autres points de vue. Ça encourage la réflexion. Et il y a des projets qui sont créés spécifiquement pour les jeunes qui veulent utiliser une page Facebook pour exprimer des contre-discours. Et il y a des projets, au fait, il y a Facebook qui... si vous voulez utiliser Facebook, mais il y a un projet que Facebook a développé pour les jeunes à travers le monde pour avoir des contre-discours, et il leur donne de l'argent pour promouvoir et des stratégies pour les promouvoir pour des raisons évidentes. Donc, pour conclure, dans le projet Someone, il y a beaucoup de différents outils pour aider à ces discussions et encourager qu'on ait des discussions en ligne. Dans mon projet spécifique, ce qui pourrait vous intéresser, c'est les sophismes, un site web qui est pour les éducateurs, qui peut permettre aux jeunes de parler des enjeux politiques, sociaux de leur choix avec des étudiants non seulement dans leurs cours, mais à travers le Québec, à travers le Canada. Et aussi des exemples d'interventions qu'on peut utiliser dans la classe ou en ligne. Les genres de questions qu'on peut demander sans se positionner, mais pour approfondir la réflexion des étudiants. Donc, comment est-ce qu'on peut demander des questions sans essayer de diriger la conversation, mais plus d'engager dans le sens critique? On a nos cartes ici si vous avez des questions. Et je vous remercie infiniment. J'ai appris beaucoup à travers cette conversation. Merci. Aussi, juste rapidement comme ça, on a mis sur la table ici, c'est un autre des projets qui a été fait par Someone. C'est un projet qui montre comment on peut aller chercher la voix des différents étudiants sur des sujets dont ils veulent parler eux-mêmes. Alors, le projet, en gros, consiste à inviter les étudiants à créer une bande dessinée ou un graphique qui expose quelque chose qui
pour eux, est important à être adressé. Et puis, c'est une façon de démontrer comment nous, en tant qu'adultes, on peut avoir nos points de vue, mais des fois, il faut aussi aller s'inviter chez les étudiants et voir qu'est-ce qu'eux ont à dire pour nous informer, pour qu'ensuite, en tant que gens qui sont à la tête d'une classe, on peut justement embarquer dans des discussions qui leur sont propres à eux, à la place d'emmener les discussions qui nous touchent, nous, personnellement. Alors, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à prendre un pamphlet, 2, 3, puis sinon, on a des cartes d'affaires comme ça, puis c'est ça. J'ai juste un exemple que je veux donner avant de Après, je vais y aller. Mais on a... quand on parle de contexte historique différent et d'avoir différents points de vue, un projet qu'on a fait, c'est un wiki avec 3 points de vue sur l'histoire. Donc, anglais, français, autochtone, avec des étudiants, pas pour généraliser qu'on a tous, c'est qu'un étudiant francophone va représenter les francophones ou un autochtone va représenter les autochtones. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a choisi certains événements historiques et ils ont parlé de comment ils ont appris à propos de ce sujet-là. Mais ce n'était pas un débat ou une discussion, c'était une représentation visuelle de comment on peut apprendre différentes versions de l'histoire. Et aussi, une de mes étudiantes, elle a parlé du pourcentage de son texte qui parlait de la crise d'Oka. Donc, ils ont aussi fait ça. Ils ont regardé, ça, c'est le pourcentage de mon texte qui a parlé de cet événement-là, et ça, c'est le pourcentage de mon texte qui a parlé de cet événement-là. Donc, sans rentrer dans le débat de qui a raison, qui a quoi, on a pu vraiment comprendre, j'aimerais ça, des textes d'histoire vivants comme ça, mais ils ont vraiment pu comprendre et avoir l'empathie et de comprendre différents points de vue. Et ça, c'est une manière que la technologie, ça peut nous aider à affronter et de faciliter l'inclusion.